Bonjour à toutes et à tous, chers agents généraux, merci de nous rejoindre sur votre chaîne AGA TV et merci aussi de votre fidélité tout au long de ces semaines. Aujourd'hui, cette émission est consacrée à vos charges sociales et plus exactement à l'évolution de vos charges sociales pour l'année 2021. Nous sommes à l'époque de leur déclaration, nous y reviendrons en fin d'émission. Des changements, il y en a, et dans le sillage évidemment de la crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant plus d'un an. Avec moi sur ce plateau pour en parler et pour nous expliquer ces différentes thématiques, nous avons, je vais commencer par les dames, Céline Baudusseau. Bonjour. Bonjour, vous êtes juriste fiscaliste chez AGA. Laurent Boulangea, président adjoint d'AGA. Tout à fait, bonjour Jean-Charles. Voilà, et président de l'ANSIA également, l'Association nationale de conseil et intermédiaires d'assurance, je le rappelle. Et puis Grégoire Dupont, directeur général d'AGA. Bonjour Grégoire. Bonjour. Voilà, merci de votre participation. Alors, deux grandes thématiques pour ces charges sociales que nous allons développer dans cette émission. La première concerne le nouveau dispositif d'indemnité journalière en cas d'arrêt de travail qui a été donc mis en place, instauré par la loi de financement de sécurité sociale pour 2021 et qui sera applicable à quasiment toutes les professions libérales, dont la vôtre, évidemment, d'agent général d'assurance. Alors, il va donner des droits, ce nouveau dispositif, et en contrepartie, évidemment, il y aura des charges supplémentaires. Cela vous concerne, cela concerne aussi vos clients et nous allons en discuter tout au long de cette émission. La seconde thématique, elle a trait directement à la question des régularisations des charges sociales qui ont été ces derniers mois à la fois, alors successivement, allégées puis suspendues, mais en tout cas pas prélevées. En aucun cas supprimées, d'après ce que nous avons compris, mais nous y reviendrons aussi. Et le fait, évidemment, de les rattraper pourrait risquer de vous conduire à des décalages de trésorerie importants sur les mois qui viennent. Donc nous allons redécortiquer ça, si vous me permettez l'expression, au sein de cette émission. Et à la fin de cette émission, il y aura aussi une communication spécifique sur le nouveau mode de déclaration de ces charges sociales liées à la fin de la déclaration sociale des indépendants, la fameuse DSI. Voilà, nous commençons tout de suite par les indemnités journalières, les nouvelles indemnités journalières pour les professions libérales, donc pour les agents généraux. Grégoire Dupont, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte de cette instauration de ce nouveau dispositif, s'il vous plaît? Alors, je rappelle, pour les professions libérales, il y avait quelques dispositifs qui existaient de couverture en indemnité journalière, mais qui étaient des couvertures, dans la plupart des cas, au-delà de 90 jours. Il y avait une capacité, une possibilité, bien sûr, d'avoir des couvertures privées, vendues par les agents généraux notamment, mais on était structurellement pour les professions où il y avait des indemnités journalières, c'est à partir du 90e jour. C'était la situation actuelle. Et évidemment, l'année 2020 a rebattu les cartes, puisqu'on a constaté, notamment dans le premier confinement, qu'un certain nombre de professions libérales avec des revenus plus faibles, on a tous en tête l'exemple des infirmiers, des infirmières libérales, donc ont eu, durant ce premier confinement, donc on était en dessous des 90 jours de la plupart des couvertures existantes, n'avaient pas de prestations et se trouvaient en situation économique difficile et compliquée. Donc face à cette situation, en urgence, les pouvoirs publics, via la sphère sociale, ont mis en place des indemnités exceptionnelles, mais on a une forte prise de conscience de la part de ces professionnels et des pouvoirs publics que ces acteurs économiques, les libéraux, beaucoup les paramédicaux, notamment, on a beaucoup parlé de ces professions-là, étaient dans une situation économique compliquée et qu'il fallait trouver des solutions pour les couvrir, puisqu'ils ne l'étaient pas, notamment pour cette première partie d'arrêt éventuel, ces 90 premiers jours. Donc vraiment un constat de carence, finalement, et une acceptation sociale du fait d'être couvert, puisque c'est vrai, il y avait plutôt un frein, ou des freins, on y reviendra peut-être, à instaurer des couvertures obligatoires pour ces populations-là. Mais en tout cas, la crise sanitaire a changé le paradigme dans beaucoup de domaines, et notamment dans ce domaine-là, avec l'instauration de ce régime, on le verra, centré sur les 90 premiers jours, un socle de base pour toutes les professions libérales. Merci Grégoire. Donc finalement un dispositif issu directement de la crise, c'est ce que vous nous expliquez. Alors Laurent Boulangea, on va rentrer un peu dans la technique maintenant. Vous allez nous expliquer le fonctionnement de ce nouveau dispositif avec donc qui va apparaître sur nos écrans, nouveau dispositif donc d'indemnité journalière.
Il est assez simple, hein. On n'a pas réinventé l'eau chaude, comme on dit. On est parti de ce qui existait dans les autres typologies de professions, que ce soit les salariés, les artisans, les commerçants. Donc ce sont des indemnités journalières qui seront basées sur le revenu, qui seront proportionnelles aux revenus des professions libérales, avec une cotisation qui sera de l'ordre de 0,30% de ce revenu. Alors, c'est toujours pareil, quand on parle de revenu de pourcentage, c'est pas toujours très clair. Donc, on va donner des exemples qui doivent s'afficher. Pour les plus bas revenus, on va être d'un revenu de 16 000 euros par an, on sera sur un coût de 50 euros par an. Et pour les plus hauts revenus, puisqu'on plafonnera les cotisations à 120 000 euros, on sera sur une cotisation de 370 euros par an. Par contre, il faut être bien clair, tout ce que l'on annonce aujourd'hui, c'est quasiment sûr, puisque ça a été voté par la CNA-VPL, on est en attente du décret. Il y a peu de chances que le décret vienne modifier toutes ces données-là, mais il faut quand même qu'on ait le décret pour être sûr de ça. D'accord, donc on peut peut-être avoir des ajustements, mais effectivement, il y a une communication de la CNA-VPL et du APL assez récente qui a donné en gros le cadre de ces nouvelles indemnités journalières. Donc, une cotisation sur le revenu, on est bien d'accord, avec un minima et un maximum à 3 plafonds de la sécurité sociale. Exactement. 120 000 euros. Des indemnités qui seront également plafonnées. Alors, c'est exactement la même logique, c'est-à-dire que ça sera directement proportionnel. Si vous avez cotisé sur un plafond, vous aurez une indemnisation sur un plafond. L'indemnisation, elle sera de 50% du revenu qui a été déclaré sur les 3 dernières années. Et donc, on sera sur une indemnisation qui ira de 22 euros pour le plus bas, les plus basses cotisations, jusqu'à 164 euros par jour. Alors, c'est toujours difficile de se faire des idées par jour, donc je vais faire des correspondances par mois, de 660 euros par mois à 5 000 euros par mois, en gros, pour donner des idées. Avec, comme l'a précisé Grégoire, quelque chose de vraiment important à avoir en tête, c'est qu'on est sur une indemnisation qui ne durera que 90 jours, après 3 jours de franchise. Donc, on est sur une indemnisation courte, c'est vraiment l'idée de couvrir le début d'un arrêt de travail. Il y a encore beaucoup de choses à faire autour de cette base, mais je crois qu'on y reviendra tout à l'heure. Tout à fait, on y reviendra. Donc on se cale finalement sur le régime existant pour les salariés, en tout cas dans son principe, mais aussi pour les artisans commerçants, il faut le rappeler, qui sont des TNS aussi. Exactement. Et qui avaient, eux, depuis un petit moment, un régime aligné aussi sur celui des salariés. Donc c'est quand même une grosse évolution pour les professions libérales, et avec une charge obligatoire, donc une cotisation quand même qui sera obligatoire. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'augmentation de charge parce que c'est factuel. Après, on va dire que proportionnellement aux revenus des professions libérales, même si je prends quelqu'un qui cotiserait donc sur 3 plafonds, qui a un revenu de 120 000 euros, rajouter 370 euros de charge, c'est jamais une bonne nouvelle. On ne va pas dire le contraire. Proportionnellement, ça ne me paraît pas énorme. Et comme l'a très bien dit Grégoire, il faut vraiment avoir en tête que l'ensemble des professions libérales ont demandé à bénéficier des mêmes aides lors de la crise de Covid que les salariés et les artisans commerçants. Ouais. On ne peut pas d'un côté demander à bénéficier de ces aides-là et de l'autre côté pas vouloir cotiser. Ça ne serait pas juste. Enfin, il y a un moment donné, il faut quand même être cohérent. Et je crois que l'autre point clé, c'est de dire... beaucoup de professions libérales n'ont pas de couverture, enfin toutes les professions libérales n'ont pas de couverture obligatoire sur ces 90 premiers jours, et toutes les professions libérales ne sont pas équipées en loi Madelin. Donc il y avait un vrai besoin aussi de couverture et de mutualisation et de solidarité sur ce risque-là. C'est ce qui a quand même emporté la décision de dire oui, on est d'accord pour le faire, puisque historiquement, AGA était plutôt opposé à la mise en place de ces indemnités journalières, et c'est vraiment la circonstance du Covid, mais aussi une certaine philosophie. Et je voulais rajouter aussi une autre chose, c'est que certains collègues ont pu m'interpeller sur ce sujet-là. Certains m'ont dit, oui, ça aurait été plus simple de faire quelque chose de forfaitaire. Alors c'est vrai que ça aurait été peut-être plus simple dans la présentation, ça n'aurait pas forcément été juste. Là aussi, le fait d'avoir quelque chose qui est proportionnel au revenu est par définition très juste. Et à l'autre gros avantage, c'est d'être calé sur le même fonctionnement que les artisans commerçants et les salariés. Et on est quand même plutôt dans ce mouvement aujourd'hui sur toute la protection sociale, c'est d'essayer de diminuer les différences entre les différentes typologies de professions. C'est Grégoire. Peut-être une petite précision calendaire.
Oui. Projet de loi de financement de la sécurité sociale l'année dernière, mise en place au niveau des prestations au 1er juillet, modulo le décret qu'on attend, et le premier prélèvement au terme de charges sociales, ce serait l'année prochaine. Tout à fait. C'est pas, peut-être précision aussi, ces effets sont décalés dans le temps, prestations 1er juillet et prélèvement au niveau des charges sociales, finalement l'année prochaine. D'accord. Merci de cette précision. Et juste alors, Céline Baudussot, qu'on soit bien clair, cela touche, les agents peuvent exister, sont structurés selon différents modes d'exercice de leur profession. Est-ce que ça touche tous les agents généraux, c'est-à-dire qu'on peut en société, parce que je veux dire en société, ou bien en libéral, en indépendant, en nom propre, voilà. Oui, ça touche tous les agents. C'est vraiment, en fait, c'est prévu pour les professions libérales, sans distinction du mode d'exercice. Donc, peu importe qu'ils soient en nom propre finalement ou en société, ils devront cotiser et ils auront le droit à des indemnités journalières. D'accord. Donc, qu'ils soient dirigeants de société, de SARL, de SAS. Alors, SAS, c'est un petit peu particulier justement, mais SARL, effectivement, ils devront en cotiser et ils auront ces CJ. Donc, peu importe leur mode d'exercice au niveau des agents. D'accord. Vous parliez de SAS, on attend peut-être encore des précisions sur le sujet ? Alors, c'est qu'ils sont assimilés salariés. Ils sont assimilés salariés, c'est complètement différent, c'est pas le même régime. Eux, c'est différent au niveau des cotisations sociales. Okay, c'est bien. Mais en SARL, finalement, comme ils sont TNS, en tant que gérants majoritaires, finalement, ils auront ces IJ comme ils sont TNS. Donc, c'est vraiment particulier. Donc, en fait, quelle que soit la structure, finalement, à partir du moment où on a le statut d'indépendant, le travailleur non salarié, le travailleur non salarié, donc on sera soumis à ce dispositif. Le conjoint collaborateur, aussi, une précision ? Alors, le conjoint collaborateur sera aussi, effectivement, aura le droit à ce dispositif, donc de manière adaptée. Donc, ce sera sur 25% du revenu, avec un plafond de 3 passes. Mais, effectivement, ce sera le conjoint collaborateur bénévole, donc bien non salarié. Eh bien, la définition du conjoint collaborateur, ni le conjoint salarié, ni le conjoint associé. Exactement, c'est vraiment conjoint collaborateur, finalement, bénévole, d'accord. Si on peut le dire. Parfait. Grégoire, alors, Laurent Boulanger a commencé à le dire, mais je veux vous entendre aussi sur ce sujet-là. Est-ce que c'est pour vous une bonne évolution pour la profession ? Est-ce que c'était finalement nécessaire pour les agents généraux ? Alors, historiquement, la fédération n'était pas enthousiaste sur ces dispositifs globaux et généralistes, il faut le dire. Il y a une évolution. Évolution conjoncturelle et évolution structurelle. Évolution conjoncturelle liée au Covid, c'est aussi une démarche de solidarité professionnelle interprofession, parce qu'on voit bien que on a beaucoup parlé des auxiliaires médicaux, mais il y a un besoin, donc on est dans la grande famille des acteurs indépendants et parmi les libéraux, donc c'est cohérent, et de lever la main en disant oui, c'est cohérent pour tout le monde, sauf pour nous, voilà, le paradigme a évolué en 2020, donc il y a cette dimension d'accepter une forme de solidarité professionnelle avec d'autres professions libérales. Premier mouvement. L'autre mouvement, strictement pour les agents généraux, c'est vrai que les agents généraux classique, installé avec une agence, etc., il y a une certaine inertie des revenus liés au commissionnement qui pourrait dire peut-être qu'il y a moins de besoins, notamment sur ces 90 premiers jours, parce que c'est un paquebot, les commissions, si je puis dire, avant qu'il y ait une chute forte. Donc là, il pourrait y avoir un moindre besoin. Mais n'oublions pas que nous avons maintenant près de 1800 à 2000 agents qui sont des agents dans les réseaux vie, qui, eux, pour le coup, en cas d'arrêt d'activité, pépin de santé grave ou autre, etc., le mécanisme de commissionnement est basé vraiment sur l'activité. Et encore plus pour les professionnels qui sont en début de mandat, les agents vie, A2P bien sûr, le conservateur, etc., Swiss Life. Là, il y a vraiment un enjeu qui est beaucoup plus important du fait de la structure de leur rémunération qui est basée sur leur production et leur activité. Il n'y a pas cet effet d'inertie, si je puis dire, qu'on peut avoir sur les agents de dommages. Donc des éléments de solidarité interprofession et du fait des modifications de la structure des agences avec ces agents qui augmentent numériquement et qui ont des mécanismes de production beaucoup plus importants et avec un effet revenu. Donc il y a un sens philosophique, si je puis dire, et un sens pratique pour des agents, et d'ailleurs certains agents de dommages aussi qui peuvent être en création, peuvent avoir des difficultés. Donc on a résolument accepté ce mouvement global qui va aussi dans le sens un peu de l'histoire avec la mise en place de régimes de protection, comme l'a dit Laurent,
un peu universel. Voilà. Donc on a accepté ce pas, même si ce n'est pas forcément historiquement l'approche ou la philosophie de la Fédération des agents. En même temps, s'agissant de prévoyance, la prévoyance est très utile, surtout en début d'activité. De manière générale, plutôt quand on est jeune, quand le patrimoine n'est pas constitué, quand on est âgé, quand le patrimoine est constitué, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est moindre. Tout à fait. Donc on est bien d'accord que c'est important, je pense, de le répéter, pour les agents qui sont en création, en début d'activité. Les différents mécanismes donc, de rémunération font qu'on n'a pas forcément les encours. Voilà, c'est ça, donc les encours suffisants pour stabiliser si jamais on s'arrête, si jamais on a un arrêt de travail. Donc, on a parlé de l'augmentation des charges, vous l'avez dit, c'est jamais forcément agréable. En même temps, je crois quand même, on l'a dit, en contrepartie, il y a quand même des prestations qui ne sont pas neutres en face. Et puis, on a bien vu ce que ça pouvait donner dans une période telle que nous traversons. Puis je dirais quand même, il y avait une forme d'illogisme de la part de notre profession d'expliquer à tous nos clients professionnels libéraux qu'il fallait se protéger et expliquer nous, par contre, nous, on n'en prend pas et on ne veut pas qu'il y en ait à titre obligatoire. Je sais, en termes de visualisation du besoin, c'était un peu discutable comme position. Et bien justement, très bonne transition, puisque oui, vous expliquez à vos clients qu'ils doivent se protéger, et vous avez raison de le faire. Alors, est-ce que c'est finalement, parce que on a vu donc pour les agents généraux, ça s'applique évidemment à toutes les professions libérales. Alors sauf on va le répéter, aux avocats qui ne font pas partie de la CNAVPL. Donc voilà, donc il y a quand même 11 professions, 10 caisses et 11 professions qui sont soumises à ce nouveau dispositif. Alors est-ce que c'est sur le plan commercial tout simplement, est-ce que c'est peut-être une vraie opportunité de revoir ses clients? Je sais, Grégoire, Laurent. Je vais prendre. Alors, je dirais qu'il y a deux choses. Dans, justement, les raisons aussi qui ont fait que la Fédération a longtemps été opposée à ça, il y avait l'idée de dire, si on met en place un régime obligatoire, ça va venir diminuer mécaniquement le besoin à couvrir chez les clients. C'est factuellement vrai. Après, c'est là où il faut rappeler que c'est que 50% du revenu et que c'est que sur 90 jours. Donc, il y a toutes les raisons, justement, d'aller voir les clients et les prospects, d'abord pour les informer. Je crois qu'à chaque fois qu'on a quelque chose à aller expliquer à son client, c'est une bonne nouvelle. On a une vraie bonne raison d'aller le voir. Et à chaque fois que je vais voir des clients, je n'ai pas le sentiment que c'est quelque chose de négatif pour mon activité. C'est toujours positif. Et normalement, j'arrive toujours à ou renforcer ma relation avec le client ou éventuellement à compléter l'ensemble des produits qu'il a. Et de mon point de vue, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire que dans certains cas, pour les clients qui avaient des contrats avec des franchises inférieures à 90 jours, il va probablement falloir revoir ces 90 premiers jours. Mais dans tous les cas, ça va être surtout l'occasion de déjà vérifier leurs revenus. La particularité de tous les régimes Madelin, c'est que ça ne s'ajuste pas automatiquement avec le revenu. Donc c'est une très bonne occasion d'aller le voir. Et peut-être que votre client gagne plus aujourd'hui qu'il y a 2-3 ans, X temps, lorsque vous avez mis en place le contrat, et qu'on va pouvoir lui augmenter sa couverture. Donc ça sera bien une augmentation des primes au final. Et puis, il n'y a pas que la prévoyance. C'est aussi une très bonne occasion d'aller le voir, de lui parler santé, de lui parler retraite. Alors, voilà, un certain nombre d'agents savent que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Il est en train de revenir sur le devant de la scène, puisque avec la future élection présidentielle, il y aura forcément le débat de la réforme des retraites. Donc je veux dire, la retraite va de nouveau être au cœur du sujet, et rentrer par la prévoyance peut permettre de vendre de la retraite. D'accord. Donc peut-être une sorte pompeusement un peu d'ingénierie sociale sur on remodèle le contrat Madelin qui a été fait auprès de son client. Enfin, peut-être plus besoin on peut rejouer sur les franchises. C'est exactement ça. On en revient toujours à la même chose. La protection sociale que nous commercialisons, c'est un complément au régime de base. À chaque fois que le régime de base bouge, c'est une bonne façon d'aller voir son client et de montrer qu'on le suit, qu'on lui explique
applique ces modifications-là. Je pense quand même que beaucoup de professions libérales n'auront pas eu l'information. L'UNAPL communique, nous on communique, mais je veux dire, faut pas non plus, ne rêvons pas, tout le monde n'aura pas eu l'information, et déjà être celui qui va lui donner l'information, qui va lui expliquer les choses, c'est aussi se positionner comme un interlocuteur sérieux, au courant de ces choses-là, et de crédibiliser sa démarche vis-à-vis du client. De toute façon, c'est votre métier de faire du sur-mesure. Exactement. Voilà. Alors, pas d'inquiétude sur, alors évidemment, mais vous commencez à y répondre, pas forcément d'inquiétude sur, ça va nous mettre par terre, notre contrat Madelin, nos offres Madelin, non. Ils vont peut-être se réadapter d'ailleurs. Alors, voilà, pour moi, le travail, il est plutôt du côté des compagnies. Oui, aujourd'hui, et il ne devrait pas poser de problème majeur, puisque, de toute manière, aujourd'hui, sur les professionnels libéraux, qui avaient déjà des régimes de prévoyance, on faisait des régimes qui s'adaptaient à leur régime de base. On le fait sur les artisans commerçants, on le fait sur les salariés. Donc, il n'y a aucune raison que les compagnies d'assurance n'aient pas la capacité à s'adapter, et ce n'est que s'adapter sur les 90 premiers jours. Je veux dire, c'est très... alors, les assureurs vous diront que c'est plein de jours Rome, que c'est pas si simple que ça. Mais je veux dire... Que l'informatique, ça va être compliqué. Voilà, on va toujours arriver sur le fameux sujet de l'informatique. Mais enfin, globalement, techniquement, il n'y a pas de sujet. Par contre, effectivement, il va falloir adapter les offres. Mais je le redis, c'est quand même une très bonne façon d'avoir un contact constructif avec son client. C'est une bonne nouvelle sur le plan commercial. On peut peut-être rappeler, pour les autres professions libérales, donc certaines n'ont rien en matière d'indemnité journalière jusqu'à présent, donc c'est la majorité d'ailleurs des professions libérales, des caisses n'ont strictement rien. Il y a 4 caisses. Les experts comptables, les infirmiers, les chirurgiens dentistes, et il me manque la 4e, les médecins. Certains médecins, puisqu'ils ne sont pas tous à la même caisse, certains médecins. Et vous l'avez très bien dit, il y a tous ceux comme les architectes, les notaires qui n'ont rien. Et je pense qu'il faut continuer de leur dire qu'ils n'ont pas grand-chose. C'est-à-dire qu'être couvert à 50% de son revenu que pendant 90 jours, c'est quand même pas avoir une prévoyance forte et lourde en place. Donc le besoin de couvrir les professionnels libéraux, il est toujours aussi important aujourd'hui avec la mise en place de ces indemnités journalières qu'hier. Donc on n'a pas du tout tué ce marché-là, bien au contraire. Tout à fait. Juste pour jouer mon savant, effectivement, donc c'est la CARMF pour les médecins qui a des indemnités journalières au-delà donc à partir du 91e jour. La CARPINCO pour les infirmiers, mais pas que. Il y a aussi quelques professions orthophonistes, paramédicales. La CAVEC, expert comptable commissaire aux comptes, qui a effectivement aussi un système d'indemnité journalière après 91 jours. Et là, CAR DSF, je n'arrive pas à le prononcer, qui est toujours difficile à prononcer, qui concerne les chirurgiens dentistes et les sages-femmes. C'est une caisse qui, je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est très historique, rassemble 2 professions assez différentes, c'est ce qu'on peut dire. Voilà. Donc, mis à part ces 4 caisses que je viens de citer et que vous venez de citer aussi, il n'y a donc pas d'indemnité journalière pour les autres, au-delà de ce socle maintenant de base qui va être instauré à partir du 1er juillet. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Bien sûr, vous êtes à la disposition de tous vos adhérents pour en parler. Donc voilà, nouveau système pour la protection, pour la prévoyance des professions libérales et bien sûr des agents généraux. Deuxième grande thématique, ce que je vous ai annoncé tout à l'heure en début de cette émission. Alors, un peu technique, mais là aussi, une problématique issue directement de la crise sanitaire. Donc, Céline, vous allez Maudusso, vous allez nous expliquer tout cela. La crise a fait évidemment problématique de rentrée d'argent, de revenus, donc évidemment problématique de cotisation. Donc il y a eu ce que je disais tout à l'heure, à la fois successivement des périodes d'allègement, des périodes de suspension. Est-ce que vous pouvez nous refaire, parce que voilà, on se perd tous dans cette... il y a eu tellement de décrets, tellement de textes. Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit topo de ce qui s'est passé sur finalement un an? Oui, alors en fait ça a commencé à partir de mars, donc tout de suite avec le confinement. L'URSSAF a mis en place un système de report. Donc, c'est pas un allègement, c'est vraiment un report des cotisations. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra quand même les payer. Mais ça a été mis en place à partir de mars, jusqu'à peu près mai, juin. À partir de juin, ils ont commencé à dire qu'il y aura des formulaires pour pouvoir faire ce report. Il n'est plus automatique.
Finalement, dans les faits, on s'est aperçu qu'il y avait toujours un report, même l'été, et ils ont commencé à faire une reprise des cotisations à partir du mois de septembre. D'accord. Donc finalement, pour le confinement, ils ont fait des reports et ils se sont dit, bon, là, on va quand même peut-être reprendre les cotisations. Donc les URSSAF sont censés avoir envoyé des communications à tous les indépendants, parce que ça ne touchait pas que les professions libérales, mais vraiment tous les indépendants. Oui. Donc finalement, ils ont envoyé des rappels en disant, on va reprendre les cotisations, on va reprendre l'appel des cotisations. Sauf que cet appel des cotisations n'a pas été sur un revenu, finalement, on va dire, entre guillemets, normal. Ils ont diminué, en fait, de 50% l'assiette des cotisations. Et donc, l'appel a été fait sur 50% des revenus. Donc, ce qui fait quand même une grosse baisse au niveau des cotisations. Surtout, ça veut dire que si jamais on n'a pas modifié son revenu sur son site internet, donc sur l'URSSAF, on n'est appelé que sur 50%. Oui. Donc finalement, après, il va bien falloir payer, surtout si on n'a pas eu une baisse de ses revenus pendant la période du Covid. Ce qui peut être le cas, par exemple, pour la profession des agents généraux. Ils n'ont pas forcément connu une baisse des revenus. Alors ça, excusez-moi, donc ça, cette période de baisse de 50% de l'assiette... c'est à partir de septembre. C'est à partir de septembre. Ouais. Je ne sais pas s'il y a il y a un premier slide que nous voyons. Je ne sais pas si c'est sur le deuxième slide. Alors, c'est pas sur le slide. C'est pas sur le slide, ok. Mais en fait, il y a eu, en fait, c'était vraiment successif avec des périodes un petit peu... C'était assez flou parce que finalement, l'URSSAF faisait des communications, on va dire, au fil de l'eau. Mais c'était pas facile de s'y retrouver. Surtout que y a eu un second confinement à partir du mois de novembre. Et là, à nouveau, ils ont arrêté finalement l'appel des cotisations. Donc ils avaient repris à partir de septembre en diminuant l'assiette des cotisations pour arrêter au mois de novembre avec le second confinement. D'accord. Donc finalement, depuis le début de la crise sanitaire au mois de mars, rien n'est revenu à la normale. Donc il y a eu le report, une reprise partielle, un arrêt à nouveau. Et là, avec le nouveau confinement, c'est pareil. Ils ont repris sans vraiment reprendre parce qu'ils ont toujours laissé l'assiette diminuer de 50%, sauf si vous avez décidé finalement de payer sur 100%. Donc finalement, c'est vraiment un report qui a été mis en place. C'est un peu une suspension, mais entre guillemets. Mais c'est sûr que c'est pas simple de s'y retrouver et surtout, ça ne veut pas dire qu'on ne les payera pas in fine. Donc ce qui veut dire que si on n'a rien fait, si on ne s'est pas manifesté auprès de l'URSSAF, c'est bien ça, on a soit des cotisations en report, soit des prélèvements qui ont été effectués mais sur une base, sur une assiette diminuée par 2. Donc il nous manque encore 50% à payer. Et après, il y a eu des suspensions et si on n'a pas suivi, il y a encore une sorte de report qui se met en place. Donc ça commence à faire un peu de créance pour l'URSSAF qui tout se cumule en plus. Qui est assez important parce que tout se cumule et sauf à ce que l'on ait, si j'ai bien compris, pris la précaution. On avait essayé au niveau de la fédération avec les équipes fiscales, Jennifer Breitnacher et Céline Baudusseau, de communiquer en alertant, en invitant les agents à prendre la main, aller sur leur espace URSSAF pour reforcer leur niveau de revenu, dire non, je veux qu'on est sur une base 100, etc. Mais il fallait vraiment qu'il y ait une action. Donc certains nombres l'ont fait, mais c'était l'un des objets aussi de ce choix de thématique, c'est inciter les agents à s'en préoccuper, parce qu'il faut vraiment rentrer dedans, faire les démarches, récupérer ces codes si ce n'était pas le cas, etc. Donc il faut s'en préoccuper maintenant. On va voir les conséquences que ça peut avoir. Voilà, il faut reprendre la main sur ces charges sociales parce que là, sinon il y a une perte de maîtrise. Il peut y avoir une perte de maîtrise, des effets compliqués. D'accord. Parce que là, l'URSSAF renvoie des informations. Comment ça se passe? Alors normalement, ils sont censés envoyer un courrier donnant un échéancier finalement de paiement au niveau des cotisations sociales. Donc tout ce qui n'a pas été payé entre la période du Covid à partir de mars jusqu'à décembre 2020. Oui. Et même depuis le 1er janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui, finalement, la base est toujours diminuée de 50%, sauf à avoir fait la démarche de la mettre à 100%. D'accord. Donc finalement, il peut y avoir une reprise de cotisation et une régularisation assez importante là qui va arriver finalement. Et la régularisation, enfin de toute façon le paiement des charges se fait par rapport, on est bien d'accord, à l'année N-1. Oui. Donc en fait, il va falloir régulariser. Elle va arriver là, la régularisation. La régule va arriver. Elle arrive Ceux là. qui n'ont pas réajusté 50% à 100%,
vont se prendre la régule automatique à 100%. Donc ça peut être significatif. Et on a, je ne sais pas si vous avez, et Laurent, vous tous, on a une idée au niveau des agents généraux je dirais, alors c'est pas une question des mauvais et des bons élèves, c'est pas ça, c'est suffisamment compliqué d'ailleurs pour qu'on s'y perde, et c'est pour ça qu'on est là, mais de ceux qui finalement n'auraient pas forcément fait attention, on n'aurait pas forcément... de suivre finalement comment ça s'est passé, le processus, et en fait, si jamais ils n'ont pas fait eux-mêmes la démarche, ou alors avoir vu son expert comptable qui a eu l'idée de faire les ajustements, c'est possible qu'il y en ait beaucoup finalement qui ne l'aient pas fait. Honnêtement, on n'a pas de chiffres. Mais on n'a pas de chiffres. D'accord. Alors, ceux qui sollicitent les équipes de la Donc fédération, on a une information de... Je précise que tous les élus des instances de la fédération, j'avais fait un petit sondage, étaient parfaits. Sont nickel. Donc ils disent quand même ce que vous travaillez. Parce que vous aviez... Non, on ne sait pas. D'accord. Sérieusement, on ne sait pas. Après, on peut donner un exemple pour essayer de matérialiser ça. On sait que le revenu moyen des agents généraux, c'est à peu près 80-90 000 euros. Si vous n'avez pas payé suite à ces reports de charges, quelqu'un qui gagne 80-90 000 euros, on est sur 40 000 euros d'URSSAF. Si vous n'avez pas payé en 2020, ou qu'une partie, puisque vous avez payé que le début de l'année, on va dire que vous avez 25-30 000 qui ont été reportés. Et je pense qu'il faut bien le dire, c'est reporté. Il n'y aura pas d'exonération sur les agents généraux, parce que les agents généraux ont été considérés comme une activité essentielle, n'ont jamais été obligés d'être fermés. Il n'y a vraiment aucune raison que les pouvoirs publics nous exonèrent. Donc vous avez décalé, on va dire, 30 000 euros. Vous avez en plus, l'année d'après, que 50% d'appelés. Donc vous vous retrouvez de nouveau avec 20 000 euros qui sont quelque part dans la nature puisque vous n'avez pas déclaré votre bon revenu. Ça fait 50 000 euros de charges URSSAF qui, à un moment donné ou un autre, vont ressortir. Donc l'idée de cette émission, c'est vraiment de prévenir les agents généraux en disant « Attention, faites bien vos comptes, regardez ce que vous avez payé, pas payé. » Alors l'idéal, c'est de le faire avec son expert comptable pour que vous puissiez prévoir à quel moment, quel montant et à quel moment ça va arriver. Ça, on a bien compris le message. Juste une chose, Céline Baudussot. Donc, le plan d'appurement, il a un délai. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui est prévu? Alors ça, justement, normalement, l'URSSAF est censé donner un échéancier. Oui, parce que si c'est traité, on parle de 50 000 euros peut-être éventuellement. Normalement, c'est un échéancier sur plusieurs mois. Donc, je crois qu'ils ont fait des délais entre 8 mois, 12 mois d'échéancier. Ce qui est quand même relativement c'est assez court, hein, c'est assez court. Je crois qu'ils sont allés jusqu'à 3 ans. D'accord. Et c'est vraiment pour certaines professions, notamment les professions qui sont considérées comme essentielles. Où là, ils ont fait d'autres mesures. Non essentielles. Okay. Et là, ils ont vraiment fait d'autres mesures pour les essentiels. En fait, pour les essentiels, c'est particulier, ils vont faire d'autres mesures. Mais par contre, pour les agents généraux, effectivement, ils vont faire des échéanciers normalement assez courts. Parce qu'ils estiment qu'ils ont quand même perçu leurs revenus. Ils n'ont pas forcément subi une baisse de chiffre d'affaires, on va dire, importante pendant cette crise sanitaire, et qui sont censés avoir les moyens de payer. D'accord. Et donc, c'est pour ça que l'échéancier va être à la fois sur les cotisations, on va dire, personnelles, donc pour les agents, mais aussi par rapport à leurs salariés, finalement, parce qu'on n'en a pas forcément parlé, mais les cotisations salariales ont aussi pu faire l'objet d'un report. Donc c'est pareil. Aussi pour leurs salariés, et vous avez tout à fait. Oui, il y a aussi les salariés. Il y a aussi. Comment ça se fait? Oui. C'est le même principe en fait. Pour il y a les aussi salariés. eu des reports pour certains salariés. Alors je sais pas. Il n'y a pas eu d'effet base. Je connais moins, mais non, ça n'a pas été fait de le même principe. Mais je sais qu'il y a aussi eu des reports qui ont été faits pour les salariés. Donc c'est vrai que ça va faire une arrivée finalement de cotisations à payer, on va dire assez abondante d'un coup. D'accord. C'est ce qu'on voit sur The Slide. Donc, il faut adapter la solution à l'évolution de la situation sanitaire et économique et prendre en compte la situation économique des employeurs. Donc, moi, je suis assez surpris de la rapidité avec laquelle on peut quand même demander cet échéancier. Alors, peut-être que 50 000 euros, c'est, je ne sais pas, peut-être pas beaucoup en charge sociale pour une agence. Mais sauf si vous me disiez le contraire, mais je pense que c'est énorme, je pense. Hein. On est bien d'accord. C'est vraiment significatif, et c'est de l'intérêt de faire cet AGATV. Là, c'est vraiment d'attirer l'attention des agents généraux sur leur rôle
chefs d'entreprise et de pilotage de l'activité économique et notamment de leur trésorerie. Enfin, on est au cœur du sujet de comment je gère mon agence, comment je gère mes flux financiers et s'ils n'ont pas eu l'information, ça peut amener vraiment des mauvaises surprises. Vous avez fait des communications, donc on peut peut-être inviter à les retrouver, ces communications en leur temps. Elles sont sur le site d'AGA. Et là, aujourd'hui, si on disait, allez, concrètement, là, ils sortent de cette émission-là, et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils regardent leur... là, ils appellent leur expert comptable, ils appellent l'URSSAF. Non, il appelle tout, honnêtement. Il doit recevoir normalement de l'URSSAF, comme l'a dit Céline, une communication avec une proposition d'échéancier sur... D'accord. Ça doit arriver là, mais... S'ils ont un expert comptable, les bons experts comptables sont normalement venus vers eux. Bon, sinon, il faut qu'ils aillent vers eux pour dire qu'est-ce qu'on fait pour faire son plan de trésor. Voilà. Est-ce que je suis en règle? Parce que peut-être qu'ils sont en règle. Peut-être que s'ils ont fait le boulot, il n'y a pas de problème. Est-ce que je suis en règle au niveau des régularisations? Ensuite, ils font leur plan de trésorerie. Parce qu'il y a des situations particulières, rachat, des charges particulières sur l'entreprise, le endettement, etc. Il y a tout ça, donc faire son plan de trésorerie et ensuite, sur cette base-là, ajuster, rentrer dans l'espace URSSAF, rentrer dedans pour modifier l'échéancier si on a des situations particulières ou l'accepter, mais en tout cas vraiment être acteur et pas passif par rapport à cet échéancier de régularisation. Vous les aiderez Alors, les aider, des questions. La réponse est oui. La réponse est oui, mais bon, pas forcément. Si vous avez évidemment 2000 personnes qui vous téléphonent en même temps, non, on est d'accord, mais donc vous êtes quand même... On va les aider bien sûr sur l'aspect fonctionnement, les principes, on pourrait être là pour l'expliquer. Oui. On va aussi avoir qui est disponible sur le site maintenant, parce que tout le monde ne connaît pas son espace URSSAF. Où est-ce qu'on clique, où est-ce que j'appuie, la case E58, etc. etc. Donc ça, on y a un dispositif de pas à pas pour savoir où est-ce qu'on clique, mais il y a une dimension d'analyse de trésor où on peut expliquer la mécanique, mais là, on n'a pas les éléments. Pour l'agent général, on peut expliquer, faites attention. Donc là, il faut qu'il soit, lui, il le gère tout seul, soit avec son expert comptable pour voir par rapport à ses autres charges et ses investissements éventuels. C'est comme je l'ai dit, ses crédits pro s'il est encore en remboursement de l'acquisition de son portefeuille. Là, on peut poser les questions, mais c'est eux qui ont les réponses. Bien sûr. Au niveau, est-ce qu'il y aurait éventuellement, peut-être pour ceux qui seront en difficulté, des aides au niveau de votre caisse non, comment ça peut se passer? Non, pas forcément. Ils n'ont aucune aide en tant qu'agent, comme ils ont été considérés comme essentiels. Ils n'ont aucune aide, en fait. Oui. Il n'y a aucune aide qui a été mise en place, elles seront que pour les professions considérées comme non essentielles. Donc je trouve que c'est important de le rappeler. Oui. Alors au niveau URSSAF, il n'y a pas d'aide. Au niveau URSSAF, il n'y en a pas. Non. Parce que l'activité a continué de fait. Après, ayons l'honnêteté de le dire, en moyenne, les revenus des agents généraux sur 2020, il n'y a pas eu de catastrophe. Les moyennes, c'est toujours trompeur. Donc, non, mais on serait sur des situations où donc il n'y a pas de légitimité en moyenne en grosse masse à avoir des exonérations, il n'y en aura pas, ou des reports. Donc voilà, côté URSSAF. Ensuite, pour des individualités, il peut y avoir des agents, notamment ces agents en constitution de portefeuille en début du profil où il y a des difficultés. Je le rappelle, on a 2 dispositifs d'aide pour les agents généraux. L'un au niveau de la caisse de retraite, un fonds d'aide sociale qui est doté, la CABAMAC, voilà. Et nous, au niveau de la fédération, un fonds de solidarité pour ces cas individuels, particuliers, mais vraiment on est sur des cas individuels. Voilà. Non mais c'est important, important de rappeler qu'il y a un fonds. 2 dispositifs, on a 2 fonds. Vous avez quand même un fonds qui est là parce que pour les situations délicates. Des montants aussi importants comme ça, même si en moyenne il n'y a pas eu de catastrophe industrielle. La moyenne, on sait ce que c'est. L'agent moyen. Et la moyenne n'existe pas. Et puis de toute façon, il faut les sortir quand même parce que c'est pas parce qu'on les a touchés, si on les a pas provisionnés, il faudra quand même les sortir, moyenne ou pas moyenne. Je pense que c'est surtout ça. C'est vraiment la gestion de la trésorerie et le fait de... En fait, c'est déjà d'avoir l'information, de la quantifier et derrière de l'organiser. C'est surtout le point d'attention qu'on voulait mettre en avant. Alors, je vous posais la même question tout à l'heure avec les indemnités journalières. Est-ce aussi un moyen d'aller voir pour l'agent d'aller voir ses clients qui... va se retrouver dans la même situation finalement pour profession, pour les... Alors,
pour les professions libérales, si j'ai bien écouté, mais aussi pour les artisans commerçants. Là, c'est pour tous les indépendants, quel que soit le statut d'indépendant. Là aussi, c'est peut-être un moment d'aller faire, appelons ça devoir de conseil, appelons ça conseil, c'est le moment quand même de les visiter, de leur en parler. Moi, je suis là aussi toujours convaincu. Notre métier, c'est de vendre de la complémentaire, mais c'est de la complémentaire à un régime de base. Ça me paraît toujours compliqué de vendre une complémentaire si on ne maîtrise pas le régime de base. Et donc aujourd'hui, je pense que pour les agents généraux, s'emparer de cette problématique-là, bien la comprendre et être capable de l'expliquer à leurs clients, ça ne peut être que leur rendre service. Ça les positionne comme un sachant de la protection sociale. Après, on ne va pas remplacer l'expert comptable, c'est pas notre mission, c'est pas notre savoir-faire. Pour autant, mettre en garde ses clients, dans certains cas, être capable de leur répondre. C'est-à-dire qu'un client, vous arrivez en clientèle, un client vous pose des questions là-dessus, pas tomber de l'arbre et être capable de dire oui, je suis au courant, voilà pourquoi, voilà c'est quoi les mécanismes, faites attention à ci, faites attention à ça. Je pense que ça ne peut que renforcer l'aspect conseil, effectivement, la position de conseil vis-à-vis de son client, et là aussi de l'aider et de rester un partenaire clé pour les clients. Oui, donc autant avoir ce que j'appellerais cette culture générale de dire à votre client, oui, est-ce que vous avez bien pensé à la régularisation de vos charges? Bon, c'est toujours... Ça donne un côté pro. On est d'accord. Même leur conseiller... le droit de me jeter des tomates, c'est une bêtise, mais ça donne un côté pro. D'ailleurs, vous y avez pensé? Non, mon expert comptable m'en a pas parlé. Qu'est-ce que c'est? Bon, je vais aller le voir. Tiens, il est pas mal, l'agent général, il m'a dit... Voilà. Il est très bien, l'agent général. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut réagir. Les clients auto-entrepreneurs, ça se passe comment? On a une idée? Je me posais la question comme ça, mais alors c'est encore un... Alors, pour moi, ils sont concernés au même titre que les autres. Concernés au même titre que les autres. Oui, non, c'est pour les clients des agents généraux. Ils sont concernés, il n'y a pas de différenciation. Ça a vraiment été mis pour les indépendants. Peu importe la catégorie, finalement. Donc, je pense que le point, par contre, à voir par rapport aux clients, c'est que autant nous, et il faut bien le répéter, on n'aura pas d'exonération, autant certains clients peuvent en avoir parce qu'eux étaient dans les commerces non essentiels. Alors, on ne sait pas, aujourd'hui, il n'y a pas pour moi, il n'y a pas eu de texte sur le sujet. Alors, il y en a quand même pour par exemple, les remises au niveau des dettes. Des dettes sociales. Il y a un texte sur la loi de finances pour 2021 qui a été mis en place. Et il y a un décret d'application qui est sorti en mars. Et justement, qui prévoit que selon les baisses de chiffre d'affaires, donc c'est vraiment des critères particuliers, et c'est plus de 50%, il me semble, de baisse de chiffre d'affaires, qui prévoient qu'ils peuvent demander des remises pour ce qui est du paiement des cotisations sociales. D'accord. Mais ça, c'est vraiment rentrer dans des critères. C'est pas forcément le travail de l'agent général de rentrer là-dedans, mais de dire que, voilà, encore une fois. Par contre, de le savoir que ce ne sera pas les mêmes règles que pour nous. Oui, et d'alerter. Et d'alerter. Je pense que c'est vraiment un rôle d'alerte sur le sujet. Et vous allez retrouver exactement la même problématique que ce qu'on a décrit pour les agents généraux. C'est aussi une problématique de trésorerie. C'est-à-dire que tous ces indépendants ont bénéficié de reports. Quand ces reports et pas exonération, il y a un moment donné, il faut payer. Et donc, là aussi, je pense que de permettre aux clients de prendre conscience de ça, c'est quand même aussi important dans les aider dans leur pilotage de leur entreprise. Parce que il y a quand même des professions, alors les indépendants, artisans, commerçants, au niveau profession libérale, il y a quand même des professions qui ne sont pas réglementées au sens... alors elles sont réglementées parce qu'elles rentrent à la SNAVPL, mais ne sont pas, ce ne sont pas des notaires, des avocats, des experts... Alors les avocats ne sont pas dans la SNAVPL, mauvais exemple, mais experts comptables, médecins, des professions libérales qui, eux, n'ont pas beaucoup de revenus, travaillent souvent à l'honoraire. Donc, un podologue, par exemple. Oui, encore... si j'ai quelques kinés en tant que clients. On voit les kinés, avec les mesures sanitaires, ont une baisse de leur activité puisqu'ils étaient obligés de mettre beaucoup plus de distance. Parfois, ils ont fermé. Ils avaient parfois deux salles où ils travaillaient avec des clients qui étaient côte à côte. Ils n'ont plus eu la possibilité de faire ça. Il y a quand même beaucoup qui ont des baisses de chiffre d'affaires. Donc, et à un moment donné, ça va se retrouver dans leur charge, dans la gestion de leur activité. Je pense à une chose, parce que tout à l'heure me fait tilt, vous disiez bien, il n'y aura pas d'exonération pour nous. Il y a des agents qui vous posent des questions, qui disent, est-ce que on va pas être exonéré? Oui, c'est ça. Ils me posent des questions, j'en ai eu plusieurs qui m'ont demandé... En fait, ils ont surtout demandé, c'est une fois qu'on va avoir une reprise, est-ce qu'on pourra demander quelque chose? Est-ce qu'on va vraiment devoir payer, finalement tout payer? Ah oui.
Ou est-ce que le report va pas se transformer en exonération ou remise partielle? Il faut vraiment expliquer que non. Ce n'est qu'un report, il y aura bien un paiement à la fin. Donc voilà. Il faut tordre l'idée à cette idée, cette espérance. Voilà, donc non. Et on regarde en moyenne, encore une fois, des revenus perçus par les agents en 2020, pas légitime. En moyenne, encore une fois. En moyenne, c'est pas légitime. Donc non, on ne rêve pas. Voilà. On l'a dit en même temps. On ne rêve pas. Donc on le répète, on ne rêve pas. Il n'y aura pas de suppression. D'autres rêves. C'est important, rêver de sortir, de partir en vacances, de prendre l'avion, mais pas de suppression de charges sociales. Bien, si quelque chose supplémentaire, non, sur ce sujet-là. Alors dernier sujet, je vais me retourner vers vous, Céline. Bien que Flore et Laurent peuvent bien entendu intervenir. Donc une petite communication, bien entendu, mais je les sens plus. Ça sera très bien. Non, alors la déclaration. Vous êtes concerné aussi. Et vous êtes concerné, c'est vrai. Mais la déclaration sociale des indépendants, là, ce que je disais, la fameuse DSI, en tout début d'émission, est donc supprimée cette année. C'est c'est la loi de financement de sécurité sociale de 2021. 2021 ou 2020, il me semblait qu'il y avait un an. C'était on se perd dans les lois de finances. Effectivement, il y avait un an. Donc, c'est terminé, c'est fini. Des fois, c'était un peu fastidieux. Alors, en fait, il fallait aller sur un autre site internet qui était... déjà, c'était sur un site internet depuis quelques temps, donc c'était déjà un petit peu mieux. C'était sur Net Entreprise. Mais maintenant, ils ont décidé, pour des raisons de simplification, finalement, administrative, de fusionner la déclaration de revenus avec la déclaration sociale. Donc là, ça va être sur la déclaration finalement personnelle, c'est-à-dire la 2042. D'accord. Et plus exactement, la 2042 CPRO. Et en fait, cette déclaration, il va y avoir un volet, on va dire, social. Alors, il faut bien sûr que sur l'espace personnel, vous soyez identifié comme indépendant. Parce que si jamais vous n'êtes pas identifié comme indépendant, vous ne retrouverez pas l'espace social finalement. Donc si jamais vous ne l'êtes pas, il faut cliquer un moment sur le parcours. Il y a une proposition de pouvoir se reconnaître comme indépendant. D'accord. Il faut cliquer dessus pour bien pouvoir faire cette déclaration, parce que sinon, il va y avoir un petit problème au niveau de l'URSSAF si vous n'avez pas fait de déclaration sociale quand même. Donc c'est vraiment une fusion entre la déclaration de revenus et la déclaration sociale. Donc il n'y en a qu'une qui est faite. Et il faut faire attention au niveau des cases. Il y a des cases particulières parce que ça ne change pas. Vous avez des cotisations qui sont obligatoires et des cotisations qui sont facultatives, notamment la Praga, les Madelins, les Madelins, oui, par exemple. Donc il faut bien faire attention de distinguer les deux, parce que certaines sont déductibles en entièreté, d'autres non, ce n'est que partiel. Donc c'est faire attention à ça. C'est le même principe que sur la DSI, simplement ils ont changé de nom. Et c'est vrai que c'est pas très facile de s'y retrouver pour avoir jeté un œil dessus. Notamment, par exemple, pour les dirigeants de SARL, c'est assez compliqué entre les frais, déclarer ses revenus sur une case particulière, déclarer ses cotisations, est-ce qu'on est aux frais réels ou pas. Donc tout ça, il faut faire attention parce que c'est pris en compte. Donc il faut bien garder. D'ailleurs, je sais que là, aujourd'hui, on communique et on met à disposition sur le site internet une notice pour finalement s'y retrouver sur la déclaration. Donc la 2042 CPRO, donc on met à disposition une notice. Mettez-vous, oui, à AGA, sur le site d'AGA, il y aura vraiment une communication qui va partir là maintenant justement. D'accord. Vous allez retrouver toutes les informations dessus et on a même trouvé un PowerPoint. Il s'améliore au niveau des impôts. Où ils se sont dit, on va peut-être faire quelque chose avec... on prend en photo, on montre un peu pas à pas comment on fait. Ouais, donc ils l'ont fait en se disant, c'est pas simple, c'est vrai que ce n'est pas simple du tout. Et une fois la déclaration remplie, finalement, on vérifie qu'on est d'accord avec ce qui est indiqué au niveau des montants. Et tout ça est directement transmis à l'URSSAF. Donc, c'est pas finalement à l'agent d'aller vers son URSSAF. C'est les impôts qui vont transmettre toutes les informations à l'URSSAF. Donc, finalement, c'est une simplification. Après, ça veut dire aussi qu'ils se parlent vraiment beaucoup. Maintenant, entre les impôts et l'URSSAF, il faut vraiment le savoir. Pour d'autres choses. Ils sont reliés de maintes façons. C'est ça. Mais oui, c'est une simplification et ça évite de faire sur deux choses différentes. D'accord. Et par contre, c'est sur son espace personnel. Simplification, donc c'est donc la 2042 CPRO, mais c'est vraiment dont on est en train de faire les... C'est ça. En début d'émission, c'est le moment de la déclaration. Donc c'est vraiment le moment de le faire. C'est le moment de le faire.
Et je pense qu'il faut ajouter, enfin, je prends mon cas personnel, alors c'est toujours un peu particulier, mais justement, quand on est en SARL, moi, c'est mon expert comptable qui faisait ma déclaration sociale et je faisais ma déclaration de revenus. Donc, je pense qu'il faut bien sensibiliser les agents qui avaient cette dichotomie, entre guillemets, c'est-à-dire l'expert comptable qui faisait la partie sociale et eux qui faisaient la partie fiscale, qu'ils aient bien en tête qu'ils vont devoir faire la partie sociale où il faut qu'ils discutent avec leur expert comptable pour qu'ils fassent les deux. Mais en tout cas, c'était quelque chose que certains agents généraux ne faisaient pas du tout. Donc, je pense que le point peut être vraiment perturbant ou en tout cas peut vite fait de passer à côté. C'est ça. C'est pour ça qu'on a bien mis à disposition la notice. Parce que je sais que maintenant, on a des agents qui commencent à venir vers nous en nous disant « mais on ne comprend rien à où est-ce qu'on met les chiffres ». Parce que c'est vrai que c'est pas très très clair, hein, ça reste une déclaration d'impôt. Et généralement, c'était fait par les experts comptables. Donc, c'est vrai que ça perturbe certains qui ne connaissaient pas du tout. Et c'est souvent, ça paraît comme ça simple, mais le parcours en fait de la déclaration d'impôt n'est pas simple du tout, on le sait. Donc surtout que là, c'est pas pré-rempli. Et c'est pas pré-rempli. Et vous avez dit quelque chose d'important, si je puis me permettre de revenir dessus, c'est qu'il faut bien cocher la case au départ, sinon on n'aura pas la possibilité de remplir, correctement cette déclaration d'impôt sur le revenu qui va être transmise directement. Sachant que la DSI, en fait, c'est ce qui permet quand même de calculer les cotisations sociales. Donc, si jamais on n'a pas fait ce calcul de cotisation sociale, c'est-à-dire que l'URSSAF ne pourra pas faire ce calcul et ne va pas prélever finalement. Oui, et on revient au sujet. Et on refait notre émission quelques temps pour reparler de l'URSSAF qui finalement n'a pas prélevé parce que la déclaration... Non, mais c'était bien bouclé cette émission sur n'oubliez pas de faire correctement votre DSI. Écoutez, merci pour tout. On a quelques questions d'agents, comme d'habitude, mais qui... peut-être certains sont arrivés un peu en cours de route. Mais qui revient, toujours effectivement les mêmes, hein, vous avez raison. Donc vous avez déjà répondu à ces questions. Quel sera le montant de la cotisation des IJ? Donc vous avez donné 0,30 jusqu'à 0,30 du revenu. Et autant on les a beaucoup, je crois, au cours de cette émission, avertis sur attention, gérer vos prélèvements sociaux. Autant là, on est sur un montant qui va, à mon avis, tout étant toujours relatif, mais pas mettre en danger leurs équilibres financiers. Parfait. La date de mise en œuvre, donc, Grégoire l'a dit tout à l'heure. 1er juillet pour les prestations et l'année prochaine pour le prélèvement, la cotisation. Donc ça va pas rentrer. Ça fait par l'URSSAF. Toujours. On est bon, hein, Ils sont reliés. Hein. Les cotisations sociales, on vient d'en parler. Les agences seront-ils exonérées? Non. Ça, c'est non. La réponse est claire. Pas de remise. Et sur la DSI, avez-vous un guide à nous fournir? Céline, vous en avez sur le site internet et ça va partir. Une communication qui va partir. Je vous remercie. Céline Baudusseau, merci. Laurent Boulanger, merci. Une conclusion? Alors oui, des petits mots de conclusion. Alors je pense déjà, pour prendre un peu de hauteur, on parle toujours beaucoup de la protection sociale, on y voit des contraintes, des problèmes de paiement. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue aussi la particularité du système français. On le critique beaucoup, je crois qu'on peut aussi en être fier. Dans cette période de crise, on a vu que dans d'autres pays, le fait de ne pas avoir de protection sociale était quand même un vrai sujet. Ça nous a permis d'amortir cette crise, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Et même si je sais que chez beaucoup de professionnels libéraux et des agents généraux, le fait qu'on mette en place des indemnités journalières n'est pas forcément une bonne nouvelle, je crois qu'il faut vraiment qu'on soit aussi fier de notre modèle, qu'on se rende compte de l'importance que ça a, et c'est vraiment une partie prenante de ce qu'est la France, pour avoir par d'autres biais une bonne connaissance du système des États-Unis. Faut pas toujours voir que ce qu'il y a de bien là-bas. C'est vrai que c'est plus libre, c'est vrai que c'est plein de bonnes choses. C'est aussi beaucoup plus compliqué, et notamment quand vous êtes dans le besoin, c'est beaucoup plus compliqué que chez nous. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne aussi à valoriser notre système, et c'est une vraie bonne nouvelle que l'ensemble des professionnels libéraux aient un minimum de couverture en indemnité journalière.
Ça, c'était le premier sujet sur lequel je voulais un peu insister. Et la deuxième chose, c'est voilà, tout ce dont on vous a parlé, et c'est vrai que c'est un peu notre fil rouge sur AGA TV, c'est aussi de vous donner de la matière, vous, agents généraux, pour aller voir vos clients. Et je pense que sur tout ce qu'on vient d'expliquer, il y a vraiment des sujets où on peut valoriser le fait d'être agent général, le fait d'avoir des compétences et d'être très proche de nos clients. Là aussi, la crise a bien montré à quel point on oppose parfois digital et proximité. J'ai toujours considéré que l'un venait s'ajouter à l'autre et que c'était ce qui faisait notre force. Et pour le coup, la proximité, sur tous ces sujets-là, on peut vraiment la mettre en avant. On ne va pas vous contredire sur ce sujet-là, sur ces deux sujets, Laurent. Merci encore. Céline, merci une fois de plus. Grégoire Dupont, merci de votre présence sur le plateau. À très bientôt pour une future émission d'AGA TV. Au revoir. Au revoir à tous. Merci encore de votre fidélité.